vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. C'est l'émission Gaming House qui commence tout de suite en présence de Maxence. Salut tout le monde. Nico. Salut. Gregson. Salut. Et Tsuki. Salut. Et moi-même Willou, du coup, pour vous accompagner. Et on commence tout de suite avec les news. Tsuki, je te laisse commencer. Eh ben, je vais commencer. Je vais ouvrir les hostilités en vous parlant d'un grand monsieur qui va être récompensé pour sa contribution aux jeux vidéo. C'est Hironobu Sakaguchi. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose autour de la table? C'est Monsieur Final Fantasy. Bah voilà, Willou a coupé la parole de Gregson. Il a pas buzzé aussi. Il a pas buzzé. Donc, Hironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy, va être récompensé lors des Game Developers Choice Awards le 4 mars 2015 à San Francisco. Il est connu notamment donc pour Final Fantasy, mais il y a aussi Vagrant Story, Parasite Eve, Kingdom Hearts, et une fois qu'il a quitté Square, il a aussi fondé son studio Mistwalker, à qui on doit Blue Dragon et Lost Odyssey par exemple. Bon, il a aussi réalisé Final Fantasy, les créatures de l'esprit, mais bon, personne n'est parfait. Hein, l'animation était bonne, mais bon, on va s'arrêter là. Il est récompensé, c'est mérité à mon avis. Il rejoint ainsi Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, au panthéon des développeurs de jeux vidéo. Voilà. Ah, je trouve ça marrant parce que quand le mec a créé Final Fantasy, enfin on connaît tous l'histoire de Final Fantasy quoi. Et je pense que le mec, au moment où il a créé ça, jamais il se douterait qu'il sera à cette place-là quoi. En fait, je vais peut-être préciser ce qu'on connaît. Oui, tous, pour l'histoire de Final Fantasy. Alors Final Fantasy, en fait, l'histoire est assez marrante parce que c'est un studio qui est vraiment dans la dèche et qui du coup sort le jeu de la dernière chance, The Final Fantasy. Et qui du coup va faire un carton monumental. Et la Final Fantasy, elle est pas si finale que ça parce qu'elle a perduré sur de nombreux épisodes quoi. Avec certaines dérives, par exemple Final Fantasy XIII, mais bon, on va s'arrêter ici. Mais c'est quand même des franchises qui a le plus d'opus à son actif, je pense. Bah ouais. Ils ont bien 17 différents au moins. Et chaque jeu, bon, on peut les critiquer, mais chaque jeu a ses qualités. Et, ils ont chacun une identité vraiment imprégnée. Pour ça, c'est balèze. Reste toujours le débat de savoir lequel est le meilleur. Je crois qu'au Japon, c'est le 8. Et les Européens sont plus partants pour le 7, il me semble. C'est plutôt le 7, mais le 7, c'est parce que c'est le plus populaire. T'en as qui jurent que par le 6, d'autres par le 8, d'autres par le 9. En fait, à mon avis, c'est plutôt celui avec lequel vous avez commencé à jouer au Final Fantasy qui, du coup, va rentrer dans votre cœur. Moi, c'est le 10, par exemple. Donc ceux qui commencent avec le 13, on peut dire qu'ils n'ont pas de goût non? Non, mais après, c'est un choix qu'ils ont fait de le rendre beaucoup plus linéaire. Final Fantasy X était aussi linéaire, ça m'avait pas dérangé, donc le Final Fantasy XIII m'a pas forcément choqué, mais je peux comprendre que passer d'une carte immense à je me balade tout droit, ça peut déplaire. Voilà. Je crois que Gregson voulait intervenir. Non, j'ai juste dire que le meilleur c'était le 5 en fait. D'accord. Bon, mais quoi qu'il en soit, tu continues quand même, mon grand. Ok, bah c'est parti. Alors moi je vais parler d'un phénomène vidéoludique qui dure depuis de 2013 si je ne m'abuse. On va parler de GTA V. Donc c'était novembre 2013. Novembre 2013, ouais. Donc GTA V qui est sorti donc en novembre 2013 et qui s'est écoulé à 45 millions d'exemplaires, tous supports confondus. Voilà, donc c'est juste énorme. Ça prouve bien l'ampleur du phénomène GTA. Voilà, c'est vraiment une poule aux œufs d'or incroyable. Oui, donc c'est le 3e jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, derrière Minecraft et Wii Sport, c'est ça? C'est ça. Et le premier, c'est lequel, Minecraft ou Wii Sport? C'est Wii Sport. C'est de la triche. C'est un peu de la triche. C'est de la triche, il est vendu en bundle. Enfin, personne n'achète Wii Sport en jeu à part. Enfin, j'ai jamais vu personne acheter. Non. Si, moi je l'ai fait et je l'ai payé 60 balles. C'est pas vrai. Ah, super. Très bien. Bon, je mens, rassurez-vous. Et donc, ce qui est important, c'est de voir qu'il s'est quand même vendu à 10 millions d'exemplaires sur les consoles next-gen, donc PS4 et Xbox One. Et que tout ça, c'est pas fini, parce qu'il n'est pas encore sorti sur PC. Donc avec la sortie sur PC, on va avoir encore plus de ventes. Voilà. Et juste un petit bémol, c'est que, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ampleur du phénomène GTA est telle que pour Tech2, une grande partie des bénéfices qu'ils font est liée à la sortie d'épisodes de cette série. Donc en gros, quand aucun GTA sort, c'est assez compliqué pour Tech2 sur le plan financier de justement pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est le côté négatif, c'est qu'il y a une très grosse dépendance de Tech2 à la saga GTA et c'est pas prêt de s'arrêter vu l'ampleur des ventes. Mais voilà, en tout cas, un gros GG à Rockstar et Tech2. Alors, en tout cas pour Rockstar, plus qu'à attendre l'annonce officielle de Red Dead 2. Ah, ça va être une folie furieuse. Ça serait bien qu'il le sorte sur PC, Red Dead Ça serait Redemption, cool, ouais. déjà. Non, ça faut pas y faut pas y compter. y- Ah là, c'est fini là.
Bon bah du coup on enchaîne avec Maxence. Eh bien moi je vais vous parler de Sony Online Entertainment qui est tout simplement vendu. Alors rassurez-vous, c'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas le service en ligne de Sony qui a été vendu, mais bien un studio de développement. Du coup, pour marquer ce changement de propriétaire, le studio change de nom et il s'appelle maintenant Daybreak Game Company. Alors en gros, ce sont les créateurs d'EverQuest, un MMO, un jeu massivement multijoueur, mais aussi de PlanetSide 2, un MMO FPS où on pouvait jouer avec des milliers d'autres joueurs sur une même carte, et de DC Universe Online, aussi un MMORPG qui se passait dans l'univers de Batman et Wonder Woman et compagnie. Voilà, alors la particularité de ce changement de propriétaire, c'est tout simplement que les jeux ne sortiront plus seulement sur le support de Sony et PC, mais aussi sur le support de Microsoft qui est la Xbox One. Ça m'étonnerait qu'ils sortent sur Xbox 360 quoi que ce soit, puisqu'il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Du coup, le nouveau propriétaire s'appelle Columbus Nova. Alors je peux absolument pas vous dire ce que c'est parce que je suis allé sur leur site qui est totalement sobre et un peu insipide, et tout ce que je peux vous dire que c'est très gris. C'est tout simplement une maison d'investissement. Voilà, ils achètent et je ne sais pas ce qu'ils font. Du coup, ils n'ont pas de rapport particulier avec le jeu vidéo. Et la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi Sony se sépare de Sony Online Entertainment. Et la réponse que je pourrais donner, c'est tout simplement peut-être que leur jeu ne marque pas assez, bien que PlanetSide, je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Pour moi, il avait quand même reçu un bon accueil. Il avait quelque chose de particulier de recevoir autant de joueurs sur un même serveur, mais voilà, je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il ne vend pas assez. C'est un free-to-play. Du coup, les gens peuvent y jouer gratuitement. Et bon, j'ai des petits chiffres, mais bon, ils sont peut-être un petit peu dépassés parce qu'ils datent de fin 2012, c'est-à-dire quelques mois après la sortie. Oui, j'ai pas réussi à voir autre chose. C'est le proprio, l'ancien patron de Sony Online Entertainment, John Someday, si je dis pas de conneries, qui dit qu'il y avait seulement 10% des joueurs qui payaient le jeu, un abonnement premium, ou qui avaient accès à la boutique. Alors 10% sur des milliers de joueurs, je ne sais pas si ça suffisait pour la boîte de faire une rentrée d'argent suffisante, mais quoi qu'il en soit, Sony n'en aura plus une miette. Voilà. Faut savoir que EverQuest existe quand même depuis un bon paquet d'années, plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le premier. Et je me demandais si le rachat de Sony Online Entertainment, c'est ça, allait toucher au fait, le développement d'EverQuest. Est-ce qu'ils allaient continuer de faire des mises à jour pour ce jeu qui est carrément vieux comme le monde, quoi. Est-ce qu'ils continuent le jeu est suivi encore de base parce que oui, il est pas. Je pense qu'ils continueront leur boulot tel qu'il est au jour d'aujourd'hui, quoi. Mais sauf que Sony ne bénéficiera plus de rentrée d'argent par rapport à ce studio, c'est sûr, quoi. Mais du coup, c'est peut-être parce que c'est plutôt des MMO, donc est-ce que c'est vraiment rentable pour leur console? C'est justement la question que je me posais. Ils vont peut-être beaucoup plus se concentrer et financer du Naughty Dogs ou des trucs du genre. Ça doit pas rapporter assez pour qu'ils s'en séparent, tout simplement. Après, j'espère que Columbus Nova va faire un bon investissement là-dessus, on verra. J'espère pour eux que ça va les faire un petit peu booster, ou peut-être sortir un PlanetSide 3. Ils pourront mettre 2 couleurs sur leur site comme ça. Ah oui, c'est clair, il y en a besoin. Non, très bien du coup. On va peut-être finir sur la news de Nico, je sais qu'elle te tient à cœur. Ouais, moi je vais vous parler de Rise of the Tomb Raider. Il y a des infos, il y a les premières infos qui sont tombées. Il faut savoir notamment qu'il va faire la couverture de Game Informer. Pour info, c'est un magazine mensuel de jeux vidéo aux États-Unis. Rise of the Tomb Raider, c'est un jeu qui avait été annoncé à l'E3 à travers un magnifique teaser extraordinaire. Super cri. Comment ? Ouais, super cri de Lara Croft. Je l'avais reconnu. Donc il y a plusieurs infos qui sont tombées. Il faut savoir que le premier environnement du jeu, ce sera le froid. On parle de la Sibérie. Il faut savoir également que le jeu nous emmènera à au moins 2 endroits différents à travers le monde. Alors le deuxième, il n'a pas encore été évoqué. Je sais pas où c'est précisément. Ils ont évoqué le système de craft qui sera similaire à celui de The Last of Us pour ceux qui l'ont fait autour de la table. Donc ce sera en grosso modo, il faudra combiner genre du tissu et des herbes pour se faire des bandages et autre chose. Ça c'est ce qu'ils disent. On y reviendra après. Mais écroué, ça donne un fusil. Il y aura... En espérant qu'ils tiennent leurs promesses. Ouais, voilà. Au dernier. Voilà. Vous devrez chasser pour survivre. Ouais, espérant qu'ils tiennent leurs promesses ce coup-ci. Il y aura plusieurs armes de chaque type. Il y aura un système de météo auquel les animaux et les ennemis réagiront. Donc on suppose qu'il y aura également un cycle jour-nuit. Des nouvelles aptitudes. Donc Lara pourra notamment grimper aux arbres, se cacher dans les buissons et nager. Là, le retour de la nage, ça fait plaisir parce que dans le dernier Tomb Raider,
On pouvait pas nager. Il y avait des murs invisibles qui nous restreignaient un peu. Les zones d'environnement, justement, elles ont doublé. Faut savoir qu'avant, pour y avoir joué, c'était pas vraiment grand, quoi. On pouvait pas dire que c'était du couloir, mais les zones. Ouais, enfin c'était plusieurs couloirs qui étaient proposés en gros, mais c'était pas de l'environnement ouvert. Les zones à explorer, ça changeait des premiers Tomb Raider où là on pouvait se balader. Ça ressemblait d'une chartie de couloir, petite zone, couloir. Ouais, petite voilà, zone, quoi. c'était ça. C'était même assez scripté, je trouve. Ouais. Pas autant qu'un Assassin's Creed, mais ça l'était pas mal. Ouais, dans les zones de recherche, c'était clairement scripté, moi, je trouve. Hein. T'avançais, tu trouvais des trucs au fur et à mesure. Bah, il fallait mettre en avant le nouveau personnage de Lara Croft, du coup, c'est pour ça que c'était un plus scripté pour mettre en avant le personnage. Hein. Je pense, recommencer à zéro, voilà. Alors, c'est pour ça que maintenant, il peut se permettre, à mon avis, de faire un environnement un peu plus ouvert. Et laisser libre cours. Je ne sais pas comment terminer cette phrase. Un truc qui va faire plaisir aux puristes, ils ont annoncé le retour des énigmes un peu plus compliquées, parce qu'une fois de plus, dans le dernier Tomb Raider, fallait pas avoir bac plus 6 pour finir le jeu. Non, même moi, j'y suis arrivé, alors, pour vous dire. Donc ça c'est cool. Game Informer parle des combats qui rappellent ceux de The Last of Us. Alors à mon avis, ils ont dû s'inspirer de The Last of Us pour pas mal de choses. Mais ces combats auront la gueule de ceux qu'on peut trouver dans The Last of Us. Et pour finir, je rappelle que le jeu sortira fin 2015. Je vais pleurer sur Xbox 360 et Xbox One. Une exclue qui à mon sens, est temporaire. Et ils n'ont pas encore justement communiqué sur ça, sur l'éventuelle possibilité d'une sortie sur PS4 et PC. Mais ça ne serait tardé, à mon avis. À mon avis, c'est inévitable. Là, en fait, j'ai lu aussi également, juste entre parenthèses, que justement, ils préfèrent en fait se concentrer sur la sortie des DLC de Lara Croft Temple of Osiris, et qu'après, justement, ils se concentraient sur Rise of the Tomb Raider, et donc ils communiqueraient là-dessus par la suite. Donc, prenons notre mal en patience et attendons les nouvelles du côté de Crystal Dynamics. Bon, très bien, affaire à suivre. Je crois que Gregson a un petit son à nous... Exact. Alors, on va s'écouter un remix de Sonic 3. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'une bonne partie des musiques de Sonic 3 ont été composées par Michael Jackson, dont celle-ci. Donc, cette musique, c'est le générique de fin de Sonic 3 qui reprend la structure du morceau de Michael Jackson, Stranger in Moscow. Et là, on va écouter un remix qui s'appelle What We Left Behind par Aviators.
C'était What We Left Behind, remix de Sonic 3 que vous pouvez retrouver sur YouTube et OC Remix par Aviators. Et tout de suite, c'est le débat. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à une bonne polémique quand même du jeu vidéo, c'est la place de la femme en tant que personnage principal d'un jeu vidéo. Enfin, on le sait tous, ça pose pas mal de difficultés auprès des éditeurs, essentiellement. Donc on va essayer de parler de tout ça, et puis on va voir. Donc Maxence, je vois que tu as l'air d'être chaud patate. Eh bien oui, on voulait parler aujourd'hui de l'héroïne dans les jeux vidéo parce que la dernière émission non officielle que nous avons enregistrée, Tsuki faisait le point sur le studio Dontnod, qui le créateur de Life is Strange, qui voulait créer du coup un personnage féminin, mais dont l'éditeur leur avait demandé faites un personnage masculin. Là on peut se demander pourquoi. Et moi je peux dire, c'est mon ressenti, c'est toujours aujourd'hui les maisons d'édition pensent la femme comme un investissement risqué dans le monde du jeu vidéo. Alors c'est un petit peu dommage de penser ça, alors que les mentalités aujourd'hui évoluent quand même dans le bon sens, je trouve. Il y a plus en plus de joueuses dans le jeu vidéo, et pourtant on voit toujours le stéréotype du grand blanc brun baraque qui va sauver le monde. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu regrettable. Et je voulais savoir un petit peu vos impressions, ce que vous pensez pas. Comment vous ressentez le fait de jouer une femme dans le jeu vidéo? Est-ce que ça pose problème? Parce que souvent, je continue, je me permets, j'ai toujours dans mon entourage des gens qui ne veulent pas jouer à un jeu parce qu'il y a une femme en tant qu'héroïne. Il ne faut pas voir une réflexion sexiste par rapport à ça, mais plus comme un problème d'identification par rapport au personnage. Du coup, les gens et les maisons d'édition ne veulent pas prendre ce risque-là parce que la majorité des joueurs restent quand même des hommes. Peut-être juste parler d'un petit truc avant de parler de la place du joueur là-dedans. Peut-être juste revenir avant, en amont, quand le jeu se fait, les éditeurs. Parce qu'on sait tous, par exemple, Tomb Raider, il y a eu énormément de difficultés à sortir Lara Croft en tant que personnage principal. C'était très dur pour Eidos à l'époque de le faire. Là, Dontnod qui avait galéré avec Remember Me pour que ce soit une héroïne aussi. J'ai oublié son nom d'ailleurs, mais... C'est Niline, l'héroïne. Merci Nico. Voilà. Donc je sais pas si vous avez peut-être des éléments là-dessus. Déjà, il faut savoir que au niveau historique, le jeu vidéo au début en fait, il y avait très peu de place et fallait que le joueur comprenne très vite l'objectif. Donc par exemple, on lui met un petit bonhomme en bas avec un singe qui tient un personnage en rose. On se dit voilà, c'est la princesse, faut que je la sauve. Et du coup, historiquement, ça peut peut-être s'expliquer aussi par là que les joueurs ont eu l'habitude. Ça s'est construit sur des traditions un peu qui se retrouvent dans les littératures, etc. Ça, c'était sur une problématique technique en fin de compte, alors que maintenant... Mais c'est resté. Oui, c'est resté. Mais maintenant, avec les modèles 3D, on voit quand même qui est la femme, etc. Et c'est plus une question de mentalité, je pense, qui joue à ce niveau-là. Vu qu'on parle un peu d'histoire, je voulais parler aussi d'une série qu'on oublie peut-être assez vite quand on parle de féminisation dans le jeu vidéo. C'est Metroid. C'est quand même l'une des premières séries à avoir... instaurer une héroïne femelle, une femme. Une héroïne femelle, une espèce. C'est par rapport à l'anglais, c'est ça, tu veux dire. Exact. Mais Nintendo, ils l'ont fait d'une façon intéressante dans la mesure où ça reste. Samus Aran, c'est une femme, mais dans le fond, tant qu'on n'a pas vu la fin du jeu où elle enlève son casque, ça reste quelque chose d'assez asexué. C'est presque un robot, quoi. Enfin, c'est quelqu'un en combinaison, on sait pas que c'est une femme. Donc ça montre quand même cette réticence, mais même dans ce genre de démarche relativement innovante entre guillemets, c'est assez intéressant de voir. C'est marrant parce qu'en fait à la fin quand elle enlève son armure, c'est genre gros fuck aux joueurs. En fait c'était une femme. Mais encore c'est assez récent encore. Enfin je veux dire les joueurs sont toujours surpris de savoir que Samus Aran est une femme. Bon maintenant ça a tendance à se faire savoir, mais même moi, quand je jouais à Metroid Fusion étant plus gamin, quand je l'ai vu mourir une fois, il y a son armure qui se décompose et j'ai vu une femme. J'ai fait quoi? Ah mais j'étais pas au courant. Pour l'époque, c'est peut-être pas non plus. Ils ont pas instauré une héroïne en fait, ils ont instauré un robot, on va dire, en tant que personnage principal. Donc, à la limite, j'ai l'impression que ça s'écarte un petit peu du débat. C'est juste sur la fin, une petite révélation pour essayer de relever un peu vraiment le truc à la fin. Mais je pense pas que ce soit vraiment une héroïne, le personnage principal de jeu. Avec les années qui passent, on a Samus qui devient vraiment une femme, notamment avec Samus 08 là, qui est une femme, une blonde en combinaison. Donc, là, on impose vraiment une héroïne. Et je trouve ça dommage que Nintendo revienne un petit peu en arrière, par exemple en mettant
des talons à Zero Tsusamus dans Smash Bros Brawl. Je suis d'accord. Parce que des talons qu'elle avait pas, ça l'empêchait pas de se battre dans Smash Bros. Pardon. For Wii U, elle a des talons et dans Smash Bros Brawl, elle en avait pas et ça l'empêchait pas de se battre normalement quoi. Et du coup, c'est un peu une régression, un peu une régression sur ce plan-là. Donc voilà. Ouais, je vais revenir sur les éditeurs et Maxence justement. On disait que les éditeurs avaient du mal à mettre en avant les héroïnes et tu disais justement que les mentalités avaient changé depuis pas mal de temps et on voit justement de plus en plus de filles et de femmes jouer aux jeux vidéo. Et en fait, je trouve ça assez paradoxal parce que justement, les éditeurs devraient tirer parti de ça. Et au niveau de l'identification aux héros, comme on dit, il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Et je pense qu'ils s'y retrouveraient à sortir de plus en plus de héros féminins. Et on le voit de toute façon à travers pas mal de jeux. Il y a beaucoup de persos féminins de plus en plus travaillés, de plus en plus profonds, quoi. Ouais. Là, on va toujours prendre l'exemple de Tomb Raider, mais c'est loin c'est le dernier sorti, c'est loin d'être celui qu'on a connu avant, très stéréotypé avec un tour de poitrine. Fantasme féminin pour le joueur, quoi. Ouais. C'est une héroïne qu'on découvre plus en profondeur. Je pense aussi à Beyond Two Souls, le dernier jeu de Quantic Dream, où l'héroïne n'est pas forcément. On retrouve pas les stéréotypes de la super fille, super canon. C'est pas les nunuches de Dead or Alive, quoi. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des parties où elle est chauve, elle a rien d'attirant entre guillemets, quoi. Mais et pourtant, au-delà de ça, c'est un personnage qui est vachement profond et tout. Et justement, je trouve ça dommage en fait que les éditeurs tirent pas plus parti de ça, quoi. Et un enfant fille, Clémentine dans The Walking Dead. Ouais. Donc comment ça se prend ça? Moi personnellement, ça m'a pas dérangé une seule seconde que. Bon, en plus que ça soit une femme, c'est surtout une gamine, ça le problème de jouer à un jeu mature avec une gamine. Est-ce qu'on peut réellement s'identifier à un personnage comme celui-là, surtout que dans ce jeu-ci, elle prend quand même des décisions vachement importantes et par rapport à des adultes en fait. Du coup là, c'est peut-être plus le héros gamin qui est remis en question que le héros féminin. Mais du coup, avec Clémentine, c'est un peu biaisé parce que du coup, on a mis une saison déjà à s'attacher à elle dans la première. Du coup, quand on arrive dans la 2 et qu'on arrive aux commandes de ce personnage, on sait ce qu'il a vécu, on sait... Enfin voilà, on sait de quoi elle va être capable, etc. pour s'en sortir, quoi. Donc, à la limite, avec Clémentine, c'est un peu spécial encore. Et une autre question, est-ce que selon vous, certains éditeurs seraient plus sensibles à la question de mettre des héroïnes dans leur jeu? Je pense notamment à Crystal Dynamics avec Tomb Raider, à Quantic Dream avec Beyond Two Souls, mais je voulais évoquer BioWare, notamment avec Mass Effect 3, dans lequel on peut incarner un personnage féminin, on peut avoir des rapports homosexuels justement avec des autres races et des autres nanas. Et également, c'était quoi le Irrational Game, je crois, celui qui a fait BioShock Infinite, dans lequel il y a, si je dis pas de bêtises, c'est Irrational Game, hein, ou 2K, je sais plus. C'est 2K qui a fait BioShock. Ouais. Dans lequel Elisabeth, le second rôle, a un rôle super important. Ouais. Donc, mais tu l'incarnes pas. Tu l'incarnes pas, mais ouais, c'est vrai que c'est assez différent, mais elle est quand même vachement présente dans le jeu. Donc justement, est-ce que selon vous, il y a certains éditeurs qui seraient plus sensibles à la femme que d'autres? Après, t'as des jeux style ceux de Bethesda où ils te donnent le choix, genre un Skyrim, un Fallout, un Oblivion, où t'as le choix du sexe et que tu fasses un homme ou une femme, tu pourras porter la même charge, tu pourras... Et encore, je trouve ça intéressant parce que par exemple, j'avais relancé Fallout 3 et il y a des traits, par exemple, que tu peux débloquer avec une femme, le trait veuve noire, qui du coup te donne des possibilités de discours en plus avec les interlocuteurs masculins, et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pertinent. Voilà, c'est comme ça, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut voir l'intégration du genre dans le jeu vidéo. C'est pas juste donner la possibilité d'incarner un homme ou une femme. Au final, aujourd'hui, ça devient limite normal. Puis c'est fait de façon ludique et humoristique, en fait, surtout. Du coup, c'est pas à prendre au premier degré, genre veuve noire, ça y est, les femmes sont toutes des êtres diaboliques et tout. Parce que je suis sûr que du côté des hommes, il y a peut-être un talent, il y a peut-être le talent Don Juan, je sais pas, sans doute, qui donne des possibilités auprès des femmes. Hein. Et je crois que Reaxon voulait. Oui. Parce qu'on parlait d'éditeurs et puis de démarches justement de mettre des femmes dans des, pourquoi pas de grandes séries, et je pensais à Assassin's Creed au fait. Ouais. C'est-à-dire que dans Assassin's Creed il y a un épisode où ils ont mis une héroïne, une femme. Libération. Ouais, possible. Et le truc que je trouve vraiment dommage, c'est que cet épisode-là, c'est un épisode mineur pour eux, dans le sens où ils l'ont sorti sur
PS Vita. Ouais, la plateforme qui se vend le moins en fin de compte. Voilà, donc Et on ils l'ont essaie. remasterisé sur PC pour Ouais. Assassin's Creed 4, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. mais ça reste. Ça reste un épisode mineur. Oui, voilà. Mineur, ouais, ouais. T'auras pas Assassin's Creed C'est à 5 part, avec quoi. une femme. Et puis pour parler aussi d'un jeu qui m'a pas mal marqué, je pense que ceux qui l'ont fait penseront pareil, Beyond Good and Evil, avec une héroïne féminine Il était vraiment très Jade. forte, Jade, qui était c'était Emma Decon qui s'occupait de faire la voix. C'était assez incroyable, mais bon, on doit ça à Michel Ancel qui est quand même un grand monsieur, donc voilà. En tout cas, quand on se donne les moyens, voilà, de faire un personnage intéressant, la question de l'homme ou de la femme ne se pose pas en fait. Un bon personnage est un bon personnage, c'est ça la vérité. Et le problème, c'est que les éditeurs je pense qu'ils ne font pas assez confiance aux joueurs une fois de plus. Et ils pensent qu'on, je sais pas. Justement, quand ils laissent le choix aux joueurs, on reprend par exemple un Skyrim où on a la possibilité de faire son personnage. Vous autour de la table, vous faites quoi? Des hommes, des femmes? Question comme ça. Moi j'ai une pratique assez voilà. Alors vous interprétez ça comme vous voulez, mais quand on me donne le choix, je fais systématiquement une femme, tout le temps. Maxence? Moi j'ai tendance à faire, par exemple pour les Mass Effect, première fois je fais toujours un homme parce que je le trouve le personnage par défaut je le trouve très charismatique et j'arrive bien à m'identifier à lui, mais quand je refais le jeu je fais une femme parce que j'ai envie de voir différentes possibilités, différentes manières de voir le jeu et ça se ressent par rapport au jeu lui-même, c'est-à-dire que par exemple dans un bar vous incarnez Shepard femme, le commandant Shepard en femme, il y a un mec qui va vous aborder mais pas de la même façon dont vous êtes que si vous étiez un homme, il va vous faire tiens ce beau petit cul dans la combinaison moulante et tout, et du coup vous avez moyen de le remballer, de le remettre à sa place, et c'est le genre de choses que j'aime bien voir dans le jeu vidéo, c'est différentes opinions. Et si on prend pas le cas de Mass Effect, parce que là pour le coup il propose un héros de base qu'on peut incarner, et si on prend Skyrim où tu es obligé de faire quelque chose? Moi j'avais fait un lézard la dernière fois. D'accord, très bien. Merci Maxence. Nico? Merci beaucoup. Et moi j'aurais plus tendance à aller du côté de l'homme, mais par exemple dans les MMORPG, par exemple dans WoW, j'aime bien faire des races féminines. Ouais. D'accord. Ça dépend les fois. Et Gregson? Moi je fais toujours des hommes parce que je me projette dans le jeu et je suis un homme, donc c'est aussi simple que ça, mais j'ai aucun souci avec les personnages féminins. Si on me l'impose, c'est idiot à dire comme ça, mais si je le crée je fais un homme et après je m'en fous un peu, quoi. D'accord. Mais ça serait bien qu'il y ait des grandes maisons d'édition qui prennent un petit peu les choses en main, du genre, je parle par exemple Activision avec un Call of Duty, ça serait bien qu'ils fassent un prochain opus, genre avec un personnage féminin, à voir si par exemple les joueurs sont réceptifs ou s'ils se vendent avec. À mon avis, vu la communauté, une grande majeure partie de la communauté de Call of Duty ne sont pas de gros joueurs. Et du coup à mon avis ils se vendraient pas aussi bien, mais ça serait intéressant de voir, je pense, sur d'aussi grosses productions comment ça rendrait sur la je les vois pas prendre un tel risque. Moi non plus, mais ce qui est dommage, hein. c'est dommage, et ça serait bien de voir les répercussions que ça peut avoir sur le marché, quoi. Comme leur machine est lancée à eux, de toute façon, ils ont mis en place quelque chose, ils vont pas le changer, ils vont pas prendre le risque de perdre de l'argent à mon avis. Bah ouais, mais c'est ça qui est triste. Mais du coup, ça pose la question, comment les choses peuvent évoluer s'il y a personne si les éditeurs, les gros éditeurs, genre Activision, etc., ne veulent pas prendre le risque de faire un personnage vraiment féminin, quoi. Je crois que il y avait pas eu une polémique autour de GTA V aussi. Il y avait les 3 héros, et les 3 héros étaient des hommes, et il y avait pas eu une polémique comme ça. Si, il y avait ça. Il y avait eu une communauté, une espèce de communauté féministe du jeu vidéo qui a été montée au créneau. En disant que c'était respectueux de pas mettre une femme. Les joueuses féministes qui créent des persos féminins dans WoW pour aller se balader tout nus dans les. Mais faut pas tomber dans des travers. C'est surtout laisser la liberté aux développeurs de faire. S'ils veulent faire des hommes, ils font des hommes. S'ils font des femmes, ils font des femmes. Mais pas qu'on vienne leur dire, voilà, non, je suis pas d'accord avec votre choix. Faites-nous un homme, obligatoirement. C'est ça que moi je reproche à l'industrie du jeu vidéo. Ça apporte une diversité, en fait. Ouais, c'est clairement. Ça peut que enrichir l'univers et pas. Voilà. Très bien. Peut-être un dernier mot à dire? Non. Si, peut-être quelque chose. S'il faut se poser la question de qui fait les jeux vidéo. Hein, peut-être qu'on a beaucoup d'hommes dans les jeux vidéo, blancs, bruns, machin, américano-centrés, parce que, en fait, c'est eux qui font les jeux vidéo. Et c'est aussi simple que ça. Je veux dire, peut-être que si demain, t'as une femme du tiers-monde qui fait un jeu, le héros, ça sera pas Nathan Drake, quoi. C'est aussi une possibilité, et on va pas nier que dans la production vidéoludique, la majorité des créatifs sont des hommes, au fait.
Grégoire, on t'avait dit de laisser le sociologue en toi dormir. Non, mais c'est intéressant. Je trouve. Non, mais bien sûr. Non, bah très bien. Bon, on va peut-être écouter un petit son, faire une petite pause musicale. Tsuki, je te laisse l'annoncer. Alors oui, ça me fait très plaisir de vous l'annoncer. C'est To All of You de Sid Matters. C'est tiré de Life is Strange. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had an American girlfriend. I cry sometimes walking around my own place, wondering why she cries sometimes, talking about her own place, somewhere around the mountains. No one could dry her fountain till she got tired to complain. That's when I fly to the wild land, to your land. C'était All of You de Sid Matters tiré de l'épisode 1 de Life is Strange Chrysalis. Et tout de suite, c'est les coups de cœur. Eh bien justement, on va commencer avec toi, Tsuki. Et habile transition, je vais vous parler de mon coup de cœur. Et mon coup de cœur, c'est l'épisode 1 justement, Chrysalis de Life is Strange. C'est le nouveau jeu de Dontnod, on en a déjà parlé, qui met en scène Maxine, 18 ans, qui est retournée dans sa ville natale d'Arcadia Bay, pour étudier la photographie dans une université spécialisée. Et elle va développer un pouvoir, celui de remonter le temps. Voilà, donc on doit ce jeu au papa de Remember Me. Encore une gestion du temps, du coup. C'est amusant de le souligner. Il nous livre un jeu épisodique qu'on serait plus habitué à voir chez Telltale, par exemple. Alors moi j'ai trouvé la gestion du temps vraiment très bien pensée. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse remonter le temps un peu comme on veut, quand on veut en fait. Et on peut le faire pour par exemple changer une décision cruciale qu'on a faite. Alors j'en ai parlé avec Maxence, il dit que du coup
on est peut-être un peu moins impliqué ou... Ça t'empêche quelque part une certaine rejouabilité. Tu te dis je vais refaire le jeu peut-être pour revoir la conséquence à ce niveau-là. Mais après c'est un choix. Je critique en pas. fait, si tu veux, pour l'avoir fait aussi, Ouais. la rejouabilité, elle se fait instantanément en fait. Ouais. Si tu veux, en fait, tu vas faire un choix, tu vas pouvoir remonter le temps, refaire un autre choix et voir directement en fait ce que ça donne. Et le deuxième choix que tu as fait, tu peux aussi le rembobiner, tu vois, ce qui Ouais. fait que tu peux faire plusieurs choix de suite. Et Et la c'est rejouabilité, C'est intéressant de instantané, voir si tu que veux. quand tu fais un choix, Max après se dit si j'avais fait l'autre choix, qu'est-ce qui se serait ça passé? met un peu la pression. Ouais, hein, et du coup, voilà. Et le truc important, du coup, ça invalide en quelque sorte ce que tu as dit, c'est que par exemple, dans un The Walking Dead, quand tu prends une décision, elle est cruciale. C'est genre, je sauve la vie d'un tel ou un tel et il meurt. Elle est il meurt. tranchée immédiate. Elle la est tranchée, décision, ouais. enfin voilà, c'est immédiat. Que dans Life is Strange, c'est plus insidieux, c'est un peu sur la longue durée, c'est-à-dire tu peux faire ton choix et après il y aura des répercussions. Ouais, plus donc tard. là c'est plus intéressant. Sur Voilà. le coup, le principe est mieux. Ouais. J'ai trouvé, alors ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce jeu, c'est surtout l'introspection en fait, parce qu'on est plongé dans les pensées de l'héroïne et on a vraiment l'impression d'être dans la tête d'une adolescente de 18 ans face à un pouvoir, face à un truc qui la dépasse et qui du coup la perturbe encore dans son passage à l'âge adulte. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. L'interface elle a créé et surtout les développeurs récompensent le joueur qui explore avec différentes interactions avec l'environnement. Regardez un ordinateur qui te donne accès à un site de réseau social pour voir, voilà, il a posté telle photo, c'est moi, c'est l'action que j'ai faite juste avant. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Voilà. Très bien. Merci Tsuki. En plus, c'est un peu le seul à faire un coup de cœur sur les jeux vidéo, hein, parce que vous, les autres, jeux vidéo, c'est pas ça pour vous. C'est une émission sur Les jeux vidéo. Ah, très bien. Ah ok, bon, d'accord, je savais ouais. pas, j'étais pas au Du coup, courant. on finit avec un semblant de jeu vidéo. Nico, si tu peux. Oui, du coup, je vais rester dans l'héroïne, puisque je vais vous parler d'un jeu Flash. Dans l'héroïne, dans les- Doucement avec l'héroïne. dans le personnage féminin, si je peux dire comme ça, puisque je vais vous parler d'un jeu Flash qui n'est autre que Bayonetta. Alors c'est un Bayonetta par contre qui est en 2D. C'est Platinum Games, donc le développeur des deux Bayonetta et d'autres titres comme Vanquish, Grégoire je pense que tu connais, qui ont mis sur leur site un jeu en 2D où l'on incarne une petite Bayonetta. Donc c'est un jeu vraiment simpliste, il n'y a que 2 touches, c'est entrée espace, donc entrée pour sauter, espace pour tirer. C'est une ambiance 8 bits, donc c'est un jeu qui est clairement orienté scoring et qui pourra combler donc le temps que vous avez entre 2 activités. J'ai que ça, il y a eu je suis un petit vide vidéoludique en ce moment, donc je me suis replié sur un jeu Flash, mais c'est bien sympa. C'est gratuit. C'est gratuit Ah ouais, et ça, c'est intéressant. vous le trouverez sur le site de Platinum Games. Très bien. Merci Nico. Du coup, Maxence. Moi pareil, aujourd'hui c'est un petit peu le vide intersidéral en termes d'actualité de jeux vidéo. Du coup je vais plus vous parler de mes attentes de ce mois de février, avec les différentes sorties qui m'intéressent particulièrement. Alors on peut commencer avec Game of Thrones épisode 2. C'est un jeu pareil épisodique, un point and click, qui pourrait intéresser pas forcément les hardcore gamers, etc., mais ceux qui sont intéressés par l'univers et qui veulent continuer l'aventure, se plonger dans l'univers de Game of Thrones. C'est plutôt intéressant. Il y en aura 6 épisodes qui vont être diffusés, publiés, je sais pas comment, Sur le long terme, sur toute l'année. Du coup, vous pouvez soit attendre qu'il y ait les 6 épisodes d'un coup pour tous les faire, soit les faire de façon épisodique. Attention, c'est pas traduit. Ah, c'est pas traduit. Bon, Voilà. si Donc, vous n'êtes pas bilingue Il me anglais, semble pas que ce soit en vos Stéphane. faudra Non, peut-être pas s'accrocher. encore. Mais Et après, dans il y a- le 2, on note l'apparition de Jon Snow. Waouh, waouh. On l'aime Wow. bien, Jon Snow ou pas? Non. Et après, bon, sinon, il y a aussi un jeu que j'attends particulièrement qui est Evolve, un jeu multijoueur fait par les créateurs de Left 4 Dead, le jeu coopératif où on défonçait du zombie à la pelle, qui est vachement bien. Et du on coup, est super nul. où on est super nul. Non, mais vous êtes nul, monsieur. Et après, le principe d'Evolve, c'est que vous pouvez faire partie d'une équipe de 4 joueurs qui vont chasser un autre joueur qui incarnera un monstre. Alors, le principe du jeu a l'air tout simplement génial. Après, la crainte qu'on peut avoir, c'est sur une question d'équilibrage et sur le long terme, est-ce qu'on finirait pas par se lasser? Mais en tout cas, ce jeu m'intéresse tout particulièrement. Après, il y a un jeu qui sort sur PS4 qui s'appelle The Order. The Order avec une date derrière dont j'ai oublié de... 1886. Bah voilà, merci messieurs. Et c'est une exclue PS4 qui se passe au 19e siècle dans un univers néo-victorien, un peu steampunk quoi, et qui a l'air très intéressant, très
cinématographique, pardon, avec une qualité d'image totalement dingue. Ça a l'air super beau. Après, je l'attends beaucoup parce qu'il a eu 8 ans de développement, il me semble, en termes d'écriture, etc. Ça a l'air assez costaud, si je me suis bien renseigné. Mais par contre, là aussi, la crainte que j'ai, c'est que le jeu soit un petit peu linéaire, trop couloirisé et pas assez gameplay dans son mécanisme. Pour The Order, je sais pas si tu t'en souviens, Quentin, mais on a eu l'occasion de mettre la main dessus au Paris Games Week Ouais, cette année. C'est intéressant. Alors c'est très linéaire, hein, mais C'est très linéaire. Alors moi, ma version du jeu avait été totalement buggée. Ouais. Donc ça, je peux pas trop en parler, mais c'est hyper joli. Hein. Ouais. Graphiquement, ça envoie du lourd. Et du coup, tu irais jouer sur la PS4 de Nico alors. Ah bah oui, je vais pas acheter une PS4 moi. Et sinon, j'attends aussi, de façon un peu plus modérée, il y a The Legend of Zelda Majora's Mask, si je le prononce bien, qui va sortir sur 3DS. C'est un opus qui est sorti sur Nintendo 64, il me semble, Gregson. C'est cela. En Voilà. 2000. Et c'est un opus qui est apparemment particulièrement sombre et mature. Et pour ceux qui n'ont jamais touché un Zelda de leur vie comme moi, c'est à mon avis une bonne occasion de se faire un avis sur cet univers. Ou alors pour les autres qui ont déjà découvert qui connaissent déjà ce jeu, pour le redécouvrir de façon plus ludique qu'avant. Justement, je voulais demander à toi, Grégoire, toi qui connais, est-ce que c'est la suite d'Ocarina of Time? Ouais, c'est la suite d'Ocarina of Time direct et ça reprend même les mêmes modèles, les mêmes graphismes, les mêmes NPC. Enfin, voilà, il y a l'univers qui change. Mais c'est exactement, ça reprend vraiment la charte graphique d'Ocarina of Time. C'est qu'en fait, à l'époque, ils avaient eu un temps de développement très 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 court. Je crois que c'était l'ordre d'un an pour sortir, parce qu'avec la réussite et le succès monumental de Ocarina of Time, il fallait sortir un truc dans la foulée et du coup, ils sortent Majora's Mask. Il est sorti 18 mois plus tard, je crois. Ouais, voilà, ouais. C'est... Oui, bon, c'est pas un an, ok, c'est bon. Non, mais c'était juste pour apporter une petite précision, Ouais. rien de plus. Voilà, j'en ai terminé avec mes sorties du mois de février. Merci Maxence. Du coup, on va finir avec Gregson qui n'a toujours pas compris le principe de l'émission. Les jeux vidéo, c'est quoi? Ça me dit rien, moi. Donc moi, c'est un coup de cœur pour une série qui est sortie il y a un an, une série HBO. Donc HBO, on sait qu'ils font de très bonnes séries. Donc c'est True Detective, une série créée et réalisée par Nick Pizzolatto et produite par Kari Fukunaga. Donc c'est une série anthologique, donc. C'est-à-dire que chaque saison reprendra des environnements différents et des personnages différents. Donc la saison 1, ça se passe en Louisiane en 1995 et c'est les détectives Rust Cole et Martin Hart, interprétés par Matthew McConaughey et comment il s'appelle l'autre, Woody Harrelson, qui enquête sur un meurtre entouré de rites païens et d'ésotérisme et tout ce qui va avec. Et donc ça donne lieu à une enquête assez intéressante et voilà, c'est une série que je conseille à tout le monde, hein. Je vais pas en dire trop parce que ça serait un peu du spoil. C'est vraiment dans la pure tradition du polar et on voit bien les décors américains avec un point de vue qui est différent de celui qu'on pourrait avoir traditionnellement dans d'autres œuvres. Et Matthew McConaughey qui est juste qui est stellaire, c'est incroyable. J'adore ce bonhomme. Il joue super bien. Ah ouais, totalement. Et Rust Cole est un personnage incroyable avec de longs monologues typiques de cet acteur en plus. Donc je vous la conseille fortement. C'est une très très bonne série. Justement, tu parlais de l'histoire qui était bien, donc c'est vrai que c'est une bonne histoire. Mais moi, c'est pas ce qui m'a le plus interpellé dans cette série. C'est vraiment la relation entre les deux personnages principaux qui est juste excellente. C'est super bien mené. Tu vois leur relation évoluer. Casser. Exactement. Et c'est juste, mais j'ai adoré, j'ai accroché parce qu'au final l'histoire, bon, c'est un peu du vu revu, on va pas se le cacher. Oui, bah c'est un polar quoi. Mais la série vaut le coup juste pour les deux personnages principaux qui sont exceptionnels. Les prestations d'acteurs sont fantastiques. Et en termes de gameplay, alors ça donne quoi? 1080p ou quoi? 1080p, Mathieu répond bien au joystick, mais Martin c'est pas la joie. Un peu rigide. Exact. Bon, merci messieurs, on va tout de suite passer au coup de gueule du coup. Finish him. On va commencer avec Nico, s'il te plaît. Ouais, alors moi c'est un coup de gueule envers, si je peux dire, les joueurs français. Genre je vais mettre beaucoup de monde à dos, mais non, c'est juste que c'est les ventes de jeux en France en fait qui me font un peu peur. C'est pas plus compliqué, c'est toujours les mêmes titres en fait. On retrouve encore cette semaine sur plusieurs sites de jeux vidéo, c'est les mêmes gros blockbusters qui sont mis en avant, Call of Duty, FIFA, GTA. Alors loin de moi l'idée de
critiquer ces jeux parce que je pense qu'au fond ils sont tous bons, mais je sais pas, je comprends pas en fait certains joueurs à toujours revenir sur ce genre de titre. Il y a tellement de jeux qui méritent le coup d'œil, qui méritent qu'on prenne le temps d'y jouer, que mon coup de gueule s'adresse aux joueurs justement qui je sais pas, qui ont des œillères et qui font toujours les mêmes jeux. Donc j'invite justement ces gens-là à voir d'autres horizons et à se plonger dans d'autres univers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais J'ai envie de dire GTA 5, bon à la limite c'est un excellent jeu, donc il y a pas longtemps et puis il mérite sa place. Mais les autres on les voit tous les ans. on les voit tous les ans et je trouve ça dommage quoi. Mais souvent, vous dites là par exemple c'est Call of Duty, FIFA, mais faut savoir que la plupart, enfin pas la plupart, je vais pas faire une généralité, mais beaucoup de joueurs en fait n'achètent que ces jeux-là sur leur console. Ils ont quoi dans leur bibliothèque? Call of Duty, FIFA, année sur année en fait. Du coup c'est un petit peu dommage. Ils devraient écouter Gaming House, vous savez, pour s'ouvrir un petit peu sur d'autres horizons, parce qu'il y a des jeux à mon avis qui peuvent leur plaire. Alors c'est sûr. après je pense que c'est à relativiser parce que on en parlait hier, c'est des ventes qui sont matérielles si je dis pas de bêtises, Ouais. et justement après je pense qu'il y a tous les joueurs PC qui doivent acheter autre chose, et je les en remercie d'ailleurs, mais juste j'incite tous les joueurs à acheter d'autres jeux et justement à se plonger dans À d'autres univers. s'ouvrir quoi. Un petit Ouais, peu. tout simplement. Il y a plein d'autres trucs à voir, plein de choses différentes. Ouais. C'est Il y a d'autres scènes que le gros triple A ouais, blockbuster. c'est sûr, c'est sûr. Merci. Maxence, enchaîner. Alors mon coup de gueule, messieurs, bon vous allez rire encore, c'est mon coup de gueule, c'est sur Ubisoft. Hein, vous savez que je commence à aimer taper dessus en ce moment, mais il faut savoir que dernièrement Ubisoft avait décidé de bloquer l'accès à son jeu par rapport à des gens qui ont eu des clés de ce jeu-là de façon frauduleuse entre guillemets. C'est tout simplement des gens qui achètent moins cher sur des sites un petit peu louches du genre G2A. Parce que ces sites-là achètent des clés de jeu en gros avec des prix super attractifs, ils font jouer le taux de change, etc. Donc en soi, c'est pas les joueurs que j'accuse, mais plus ces revendeurs-là. Et Ubisoft a tout à fait le droit de réagir par rapport à ces ventes-là. Mais ce que je critique, c'est que ces clés-là, ils les ont désactivées. Quelques semaines après, ils ont vu que les joueurs étaient pas contents et là, ils les réactivent. Il faudrait que mon coup de gueule, ça serait qu'Ubisoft prenne enfin conscience qu'il y a des joueurs derrière, qu'il faut anticiper leur réaction et plus attendre que ça râle, quoi. Dernièrement, avec Assassin's Creed, ils ont sorti un jeu buggé, ça ils auraient pu le voir, tout le monde a râlé, ils ont dû offrir des jeux pour racheter leur image. Voilà. Alors j'aimerais qu'ils attaquent un petit peu plus la source du problème, qui n'est pas le joueur qui veut dépenser moins cher sur des jeux qui quand même coûtent 50, 60 euros même sur PC, et attaquer directement les sites qui font ce genre de pratique du genre G2A. Voilà, c'est plus ça. Ok, très bien. Gregson, tu peux enchaîner. Moi, mon coup de gueule concerne Nintendo, une fois n'est pas coutume. Donc Nintendo a créé un... Waouh. Waouh. Ouais, Coup de gueule sur Nintendo. ça balance. Nintendo a créé un programme comment dire, on crée un truc qui s'appelle le Creators Programme, qui concerne au fait les YouTubers. En gros, les YouTubers qui voudront diffuser du contenu relatif au jeu Nintendo pourront s'affilier à ce programme-là. Il s'agira en gros de faire, comment dire, ils partageront leurs revenus avec Nintendo sur ces vidéos au niveau des revenus publicitaires. Donc ils auront entre 60 et 70% des revenus et tout le reste ira à Nintendo. Ils auront droit, ce programme marchera seulement avec certains jeux que Nintendo a mis dans sa liste, donc Mario Kart 8, Smash Bros, enfin tout le toin, vous connaissez quoi. Il faut savoir que ceux qui feront partie de ce programme comment dire, devront mettre un message avant leur vidéo pour dire on fait partie de ce programme, voilà. Et plein d'autres choses comme ça, super rigides, d'un autre âge, que je ne comprends pas et qui montrent... En fait, mon coup de gueule, c'est pas spécialement par rapport à ce truc, mais c'est par rapport à la politique en ligne de Nintendo, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des choix qu'ils font sur la VOD. Enfin, ils sont toujours à la ramasse, à la traîne. Ils ont 25 ans de retard, quoi. Ouais, encore. ils sont Totalement. dans notre temps Nintendo là-dessus. Et donc là-dessus, ce que je comprends pas, c'est qu'en gros, ceux qui font ce programme-là, c'est comme s'ils étaient pénalisés, qu'ils avaient des règles totalement superflues, alors que dans le fond, ils font de la pub pour les jeux Nintendo. Et je sais pas, je trouve que ça se tire une balle dans le pied quand on est Nintendo
de mettre autant d'entraves au travail de certains youtubeurs. Et comment il s'appelle là, PewDiePie. PewDiePie. Ce mec-là, par exemple, pourrait regarder sur Internet, il est totalement contre ce programme et il donne des arguments. Je n'ai pas trop le temps d'exposer ici, mais qui vont à l'encontre de tout ça. Et je pense que Nintendo devrait revoir un peu sa politique sur que ce soit le partage de vidéos ou le jeu en ligne, parce que à partir du moment où c'est quelque chose, à partir du moment où ça se passe en ligne et que ça concerne Nintendo, c'est toujours avec 25 ans de retard et c'est toujours très foireux et c'est quand même bien dommage. Très bien. Et du coup, on finit avec Tsugi. Alors moi, je vais conjuguer cinéma et jeux vidéo. Voilà, parce qu'il y en a qui savent le faire. Non, je rigole. Oui, ça balance. Ça l'ambiance. Ça l'ambiance. Ok, j'ai On n'y avait plombé pas eu le l'ambiance. droit encore pendant l'émission. Voilà. Merci, Tsuki. Donc je vais vous parler du film The Last of Us qui est prévu du coup. Et il y a quelques infos qui nous viennent de Neil Druckmann, creative director de Naughty Dogs. Alors donc mon coup de gueule sera sur le film et je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'histoire changera déjà. En même temps, comment pouvoir faire tenir 9 heures de jeu avec un récit puissant, profond sur une pellicule de 2 heures. C'est... Enfin voilà, moi ça me paraît... Alors après, il y en a qui vont me dire, voilà, Le Seigneur des Anneaux, ça fait 300 pages, on a réussi à faire un très bon film de 3 heures, oui. Mais bon, The Last of Us, c'est déjà assez cinématographique comme ça. Soyez rassurés, le ton ne changera pas. Le scénario est bien avancé et la production aurait déjà proposé une paire d'acteurs, acteurs c'est en anglais, pardon. C'est fait en lien avec la Sam Raimi's Ghost House. Donc sûrement lié à Sam Raimi, je suppose. Certainement. Ouais. Et merci Captain Impressionnant, les gars. Et du coup, donc mon coup de gueule, c'est sur le fait que The Last of Us n'a pas besoin d'être un film. C'est déjà, il se suffit à lui-même The Last of Us. Puis il y a de quoi se brûler les doigts quoi, quand on voit toutes les années, je sais même plus le mot, les adaptations de jeux vidéo en film, il y en a plus d'une qui sont foireuses. Du coup, Doom 3 est très bien comme film, moi j'aime beaucoup. C'est prendre un risque de le porter. Super Mario Bros est très bien aussi. Mario est le premier. Non mais ouais, c'est prendre un risque pour eux alors qu'ils auraient pu se contenter du jeu quoi. Mais bah c'est capitalisé sur The Last of Us et je trouve ça dommage quoi, parce que The Last of Us ça a une aura de qualité à mes yeux. C'est-à-dire que le jeu est vraiment bien, il est travaillé, il est bien écrit. Ils ont sorti un DLC qui prolonge l'histoire, enfin qui la prélonge puisque ça se passe avant. C'était vraiment très bien écrit aussi. Et là, bah du coup, bam, ils te sortent un film. C'est un peu dommage, je trouve. Si je peux me permettre, il y a un petit truc que je trouve dommage, c'est que le film il est pas sorti au final. Donc pourquoi un coup de gueule sur un produit qu'on connaît pas? Je veux dire, ça va peut-être être très bien et tu vas. En plus, on va pas se le cacher, on va tous y aller. Oui, mais non, mais on laisse le bénéfice du doute. Je veux dire, on l'a pas vu encore. C'est tout. c'est le principe même de faire, je sais pas, The Last of Us, déjà au niveau de sa construction, ça se voit comme une série, donc. Ouais, mais j'imagine qu'ils vont faire un travail d'adaptation, ça va pas. Au final, ça serait comme Tomb Raider qu'ils ont adapté au cinéma. Bon, je dis pas que l'adaptation est bonne, mais. Elle est très mauvaise. Mais on peut limite comparer. On peut les comparer. Attendons de voir avant de juger quoi. Il y a clairement quelque chose à faire avec l'univers de The Last of Us pour les gens qui n'ont tout simplement pas envie de jouer à un jeu vidéo. Voilà. Mais si c'est seulement un spin-off, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est pas un spin-off. Je crois pas que c'est un spin-off. C'est vraiment The Last of Us quoi. D'accord. Très bien. Donc avec juste une histoire un peu différente. Justement, on a vu Angelina Jolie au cinéma en Lara Croft. Quel acteur pour Joël du coup? On a eu le débat hier. On avait dit McGonagall. Hugh Jackman. McGonagall, on le met partout, il fera Ellie. Il fera Ellie, ouais, voilà, c'est ça. Il fera Ellie, Joël. Il fera les zombies. Et les zombies aussi. Il fera tout, il est capable, il est doué ce mec. Non, on avait dit Hugh Jackman, et pour Ellie, on avait dit. Je sais plus. On avait parlé de, je sais plus, la sœur de Ellie la Fanning. fille qui joue dans Kick-Ass. Oui, celle qui. Je sais plus comment elle s'appelle, Chloé, je crois, je sais pas. Celle qui fait la petite qui a des flingues. Voilà. Et Grégoire ne fait pas ça. J'ai rien fait. On a tout vu. Et voilà, et du coup, oui, alors c'est peut-être un peu facile de critiquer, mais voilà. Moi, je prends mon droit de critiquer. C'est une crainte. C'est une crainte, voilà. oui, mais c'est.
Bon, c'est justifié, hein, vu les adaptations. Voilà, les adaptations de jeux vidéo, généralement. Mais attendez de voir Warcraft. Ouais, voilà, oui. Donc à la limite, Warcraft, ça ira. Mais bon, il y a aussi Assassin's Creed qui doit être adapté. Et voilà, avec à la réalisation Michael Fassbender, je crois. Enfin, des trucs. Mathieu McConaughey. Mathieu McConaughey. McConaughey, il va faire le film, il va jouer dans le film, il va produire Il le va film. regarder le film. Il va faire Altaïr et Dio Auditore, il va tout faire, il a pas peur. Et donc voilà. Très bien. Bah, merci, messieurs. Du coup, c'était des coups de gueule très intéressants. Et on va tout de suite passer à l'insolite. Et une fois n'est pas coutume, on va s'attaquer au porno. Non, je déconne. On va en reparler. Et encore une fois, c'est moi qui m'y colle, bien sûr. Donc, l'info solide du jour, c'est que le porno est enfin adapté en réalité augmentée. Donc, on peut mettre son Oculus Rift sur les yeux et incarner le personnage principal d'un film porno. Je vous laisse terminer l'émission, je vais en acheter un. Je me casse. Non, mais pour avoir vu du coup la vidéo de présentation du concept. Vous regardez ça, vous Hein, vous êtes intéressé par ce genre de technologie? Non. Pas du tout. Non, mais du coup, en fait, ils ont pris. Donc, c'est avec l'Oculus Rift qu'ils ont fait ça. Et ils ont pris un panel de la population. Donc, hommes, femmes, de toute classe sociale, quasiment. Et donc, ils ont observé les réactions des gens. Et tu vois que les gens, en fait, sont tous juste étonnés de ce qu'ils voient. Ils ressentent des sensations, alors qu'ils se touchent pas, ils font rien du tout. Et ils ressentent des sensations quand même, tellement ils sont immergés dans le personnage. Et donc, on voit des. Enfin, donc sur la vidéo, c'est censuré, forcément, on voit pas ce qui se passe. On se doute de ce qui se passe. Mais ça a l'air juste impressionnant à quel point c'est fait, en fait. Enfin, je passe pour un gros pervers en disant tout ça. Mais ça se passe comment au niveau des tournages? Maintenant, les acteurs mettent des GoPro. Bah non, Donc, mais apparemment, de ce qu'il est une supposé, caméra. oui, tu as vraiment l'impression d'être à la première personne, comme un Ouais. FPS. Mhm. Et du coup, ça met un côté immersion et tu pourrais presque y croire. Voilà. Intéressant. Et sachant que derrière, au deuxième info solide, ils ont créé, je crois c'est au Japon, une machine qui permet de faire l'amour à distance avec quelqu'un d'autre. Donc un réceptacle et un receveur. Donc tu combines les deux et ça donne un sacré mélange. Messieurs, Wow. laissons tomber nos copines. Allons acheter l'Oculus, c'est obvious, Quelle les copine, copines. Quelle Bon. copine. Qui fait le réceptacle, qui fait celui qui donne. Mais c'est intéressant de souligner qu'ils avaient déjà fait une expérience un peu semblable où c'était un homme et une femme et ils devaient faire les mêmes gestes et ils avaient chacun un casque virtuel avec une caméra sur le nez et c'était interverti au niveau de la vision. Du coup, le mec voyait son corps en tant que femme et la fille son corps en tant que mec. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Ok, je fais des trucs tendancieux, merde, voilà. Je suis T'es pas, encore j'ai pire pas que des moi. problèmes d'identité. Non, c'est bien, mais tu me sauves. En fait, tu me Ouais, sauves. très bien. Merci. Comme ça, du coup, c'est plus Willy qui est dans le mal, c'est moi. Et très bien, je viens de me ridiculiser à la radio. Merci. Très bien. Bon, bah, je crois que c'est la fin de cette émission qui était forte en émotion, je crois. Donc, Ouais. on va rappeler quelques petits trucs. Alors, premièrement, on retrouvait Tsuki et Maxence sur le site Unknown Pixel, donc un site d'information, de Pour les news. déviants sexuels. Voilà, merci, on foncera encore plus. Ça, c'est c'est de bien. la bonne pub. Voilà, c'est bien. Donc là, t'es sûr que t'auras personne qui ira sur ton site, c'est super. Deuxième petite chose, vous pouvez retrouver Maxence dans sa chronique YouTube qui s'appelle C-Game. Qu'on D'ailleurs, pouvait retrouver sur Non-Pixel, du coup, c'est beaucoup plus simple. Parce que sur YouTube, c'est difficile à trouver. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, on était ravis d'être avec vous. C'était super. Hein. Et puis, on est content d'être sur Radio Campus Amiens. C'est génial. Et on va tous se dire au revoir dans la joie et la bonne humeur et dans les infos qui tuent. Et sur ce, à bientôt. Ciao tout le monde. Salut.